tous. Daniel Rigaud, pharmacien installé à Yenne en Savoie et élu RPS, plus particulièrement en charge de la vaccination. Donc, même si la période est un petit peu trouble pour les pharmaciens en ce moment, il nous apparaissait important, à quelques jours de la nouvelle campagne antigrippale, dont nous sommes les principaux acteurs, de faire un focus sur la vaccination de la femme enceinte. Là aussi, nous avons un rôle important à jouer et nous avons le plaisir d'accueillir mon amie Nadia Sabati-Abidi, qui est sage-femme à Aix-les-Bains, toujours en Savoie, et qui est très impliquée dans l'interprofessionnalité au sein de sa CPTS, ainsi que Yann Cellier du laboratoire Pfizer, qui nous fera plus particulièrement un focus sur le vaccin VRS. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nadia, qui va un peu présenter déjà son métier de sage-femme et surtout son rôle croissant, comme nous, puisque ses attributions vaccinales sont apparues à peu près en même temps que nous, autour de la vaccination. Donc, Nadia, à toi la parole. Merci Daniel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Nadia Sabati-Abidi, je suis donc sage-femme libérale et j'ai également des missions au Conseil de l'Ordre des sages-femmes où je suis secrétaire générale pour l'interrégional. Merci à l'URPS pour cette invitation. Donc je vais vous parler du parcours de la vaccination dans le cadre du parcours périnatalité. Et tout d'abord quelques rappels sur quelles vaccinations sont concernées. Donc tout d'abord sur la vaccination de la coqueluche. Aujourd'hui, il est recommandé de vacciner les femmes enceintes entre 20 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée pour le vraiment tout dernier délai. Si on a des parturientes qui échappent à cette vaccination, soit par choix ou pour d'autres raisons, il est encore possible de faire ce que l'on appelle le cocooning. Le cocooning, pour rappel, ça consiste à vacciner l'entourage du nouveau-né assez rapidement après la naissance du bébé, donc souvent la maman, le compagnon et les personnes qui vont être proches du nouveau-né. Donc voilà pour cette vaccination sur la coqueluche. Ensuite, la vaccination contre le VRS, alors on va être sur la deuxième année du parcours sur cette vaccination-là. Aujourd'hui, il est recommandé de vacciner les femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Et on verra un petit peu plus tard que pour les femmes qui malheureusement n'ont pas pu ou n'ont pas par choix voulu faire cette vaccination, on pourra leur proposer de vacciner le bébé après la naissance, enfin de procéder à l'injection par le Beyfortus chez le nouveau-né. Pour les deux vaccinations suivantes, la vaccination grippe et Covid, je vais les traiter en même temps. Donc aujourd'hui, dans les recommandations, on peut proposer cette vaccination lors des périodes épidémiques aux femmes enceintes et quel que soit le stade de la grossesse. Et pour les deux dernières, donc pour la rubéole, rougeole, rubéole, oréon et varicelle, alors ce sont deux vaccinations qui finalement ne sont pas autorisées pendant la grossesse, mais dans le cadre du parcours périnatalité, sont plutôt proposées en préconceptionnel, voire en postpartum pour ce qui concerne le ROR. Slide suivante. Il y a bien évidemment d'autres vaccinations qu'on ne va pas traiter aujourd'hui qui font l'objet plutôt d'études au cas par cas et souvent de décisions en pluripro. J'ai rappelé le nom des vaccins qui sont indiqués pour la femme enceinte. Donc pour la grippe, on va être sur l'Influvac, le Vaxigrippe. Pour la coqueluche, on ciblera plutôt le Boutrix et Repevax. Le VRS, ce sera la Brisvau. Et pour le Covid, ce seront les vaccins de Pfizer et Moderna. Là, je rappelle juste que les vaccinations qui sont contre-indiquées pendant la grossesse, ce sont celles que vous voyez affichées, notamment la varicelle, le ROR. Slide suivante. Alors, dans les précautions à prendre avant la vaccination sur la période périnatale, j'ai envie de dire, ce sont des précautions un petit peu standards où la femme enceinte va totalement s'inscrire là-dedans. Donc, c'est notamment procéder à une anamnèse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication temporaire ou alors définitive à être vaccinée, d'avoir à proximité un traitement en cas de réaction anaphylactique majeure et immédiate, et de préférer différer la vaccination si la parturiente présente des symptômes infectieux ou une fièvre. Pour rappel, la vaccination, elle doit être expliquée et consentie et les explications doivent être suffisamment éclairées. Donc, on va voir sur la slide suivante qu'en fait, dans le parcours périnatalité, la femme enceinte va avoir de multiples rencontres avec sa sage-femme ou son professionnel de santé qui la suit pour aborder ces questions autour de la vaccination.
Sur la consultation préconceptionnelle, sur ma pratique, moi j'observe qu'il y a de plus en plus de recours à ce rendez-vous. Alors pas que les couples aient oublié la recette pour fabriquer un bébé, mais c'est plutôt le souci d'avoir une grossesse qui se déroule le mieux possible et la bonne santé du bébé à venir. Donc sur les consultations préconceptionnelles, c'est toujours l'occasion de regarder le carnet de santé du couple et de la future femme enceinte et de vérifier si elle est immunisée sur la varicelle et si elle a bien reçu ses vaccins pour le ROR, voire contracté la maladie sur la petite enfance. Les consultations prénatales sont des rendez-vous médicaux. À partir du moment où la femme est enceinte, elle va être suivie une fois par mois, à minimum, par un professionnel de santé, sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue obstétricien. Et ce sera l'occasion en même temps que le parcours de soins, de définir à quel moment pourront être réalisées des vaccinations pour la coqueluche, la grippe, le Covid et le VRS et de prendre le temps sur les rendez-vous de faire la prescription, d'informer la patiente et de peut-être aussi accueillir les freins qu'il peut y avoir sur cette vaccination particulière qui concerne la femme enceinte. Ensuite, on a d'autres consultations, d'autres rendez-vous, l'entretien prénatal précoce, la PPO, c'est plutôt les cours de préparation à l'accouchement en prénatal, ils sont au nombre de 7, et le bilan prénatal que l'on peut proposer assez rapidement après la déclaration de grossesse. Sur ces trois temps, ce sont plus des rendez-vous sous forme d'entretien. On n'est pas sur des consultations médicales, mais ça reste des rendez-vous assez importants, intéressants pour la femme enceinte, où, en plus de s'intéresser à la santé globale, on peut également prendre du temps sur la vaccination, ou en tout cas sur des peurs, ou sur des questionnements des parents. C'est également des occasions de pouvoir donner des informations éclairées. Par exemple, sur le bilan prénatal, il m'arrive d'avoir des patientes que je ne vois que pour ce temps-là. Le bilan prénatal, ça va me permettre de préparer notamment la sortie de maternité. Et si j'ai un couple qui est en refus d'une vaccination coqueluche, je rappellerai l'intérêt de pouvoir proposer cette vaccination sous forme de cocooning à la naissance pour les parents et également pour l'entourage proche. Et dans le postpartum, c'est souvent en sortie de maternité, que ce soit à la maternité ou lors des visites de retour à domicile par la sage-femme, on pourra également procéder au rattrapage si c'est nécessaire pour le ROR et reparler du cocooning pour la coqueluche. Slide suivante. Ouais, Nadia, juste une remarque, si vous avez des questions, hein, vous avez le petit onglet questions-réponses ou le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on a déjà une, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour les vaccinations, elles sont dans le cadre du parcours périnatalité. Il n'est pas rare que la patiente ou la parturiente soit suivie par plusieurs professionnels de santé, d'où l'intérêt de bien tracer dans le dossier médical de la patiente, si possible dans le DMP et obligatoirement dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination. On a encore des patientes, alors c'était une anecdote un petit peu amusante qui est arrivée là sur le printemps où elle m'a apporté sa carte vitale. Elle me dit non, vous inquiétez pas, j'ai bien fait ma vaccination et le Répévax s'était collé sur la carte vitale. Donc je pense qu'il y a des façons un peu plus intéressantes, ce qui permet du coup à tous les professionnels qui sont autour de cette femme enceinte de pouvoir récupérer l'information et s'assurer que la vaccination a bien été faite. Ou alors de continuer à informer sur les intérêts quand la vaccination a été refusée ou pas encore réalisée. Nadia, juste à ce propos, une petite remarque. Nous, on a travaillé avec la sage-femme qui est près de chez nous. Donc, on s'aperçoit quand même que les vaccinations sont beaucoup plus faites maintenant par les sages-femmes que par les médecins, le médecin traitant. On a décidé via Moncisra, la messagerie qu'on a tous, d'envoyer en systématique une note vaccinale tant au médecin traitant qu'à la sage-femme pour avoir le même degré d'information. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire passer. Et vous verrez, la sage-femme sera d'autant plus contente de vous envoyer faire les vaccinations parce qu'elle n'a pas toujours le temps. Et on va dire qu'un abrisveau, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, c'est aussi une communication qui doit être faite. Et pensez-y, la sage-femme et le médecin traitant, et c'est appréciable pour tout le monde. Oui, merci Daniel pour cette remarque. Effectivement, ça nous permet d'avoir l'information pour la récupérer. Alors sur la slide suivante, il y avait quelques particularités que j'ai recentrées. C'est des questions qu'on a été amené à se poser, en tout cas en tant que pour toutes les fois où on a eu besoin de faire des vaccinations, notamment la possibilité de cumuler le même jour, au même rendez-vous, l'injection du Refilac pour les femmes qui sont de rhésus négatives et qui ont un bébé qui sera de rhésus positif et une vaccination. La possibilité de cumuler sur la même journée deux vaccins, notamment l'injection contre la coqueluche
et grippe Covid ou VRS, grippe Covid. Bien s'assurer quand même, alors sur la slide suivante, qu'il y ait bien 15 jours entre la coqueluche et le VRS. Dans les autres particularités vaccinales, si la femme enceinte a été vaccinée pour le coqueluche et qu'elle accouche avant, enfin dans les 4 semaines, il faudra quand même recommander un cocooning pour le bébé à la naissance parce qu'il risque de ne pas être suffisamment protégé, en tout cas. Pour le VRS, la même remarque, si entre l'injection de le VRS, du vaccin contre le VRS pendant la grossesse et qu'il y a une naissance dans les 2 semaines qui suivent, le bébé ne sera pas suffisamment protégé et là on proposera le Bifortus. Alors ce Bifortus, pour avoir échangé avec plusieurs de mes consoeurs dernièrement, on a très très peu de refus de parents. C'est quelque chose qui est quand même plutôt accueilli en milieu de maternité et cette vaccination elle peut être faite assez rapidement après la naissance par les sages-femmes qui sont issues des couches. Il n'y a pas vraiment de préférence, ça peut être à J0, J1, J2, J3. La plupart du temps, l'injection se fait plutôt entre J2 et J3 en même temps que les dépistages néonataux. C'est plutôt bien vécu et puis on n'observe pas forcément de fatigue particulière chez le bébé ou de retard de prise de poids. C'est un vaccin, enfin, c'est une injection qui est quand même plutôt bien tolérée. Mais il faut quand même avoir informé les parents pendant la grossesse de l'existence de cette injection, notamment sur les périodes de forte circulation du virus. Donc ça peut passer par l'entretien prénatal, par la consultation prénatale ou même pendant le bilan prénatal qui peut être réalisé par une sage-femme. Sur la slide suivante, dans les dernières particularités, alors personnellement, moi j'aime bien noter toutes les fois que je fais une ordonnance pour un vaccin, de bien noter les dates en semaines d'aménorrhée. Alors il y a les semaines d'aménorrhée, c'est une bonne chose, et de vraiment de noter les dates calendaires, parce que souvent la date de début de grossesse que vous avez sur votre logiciel pharmacien correspond à la date de déclaration pour l'assurance maladie, mais quelquefois on a nous redéfini la date en cours de route selon les échographies, donc j'aime bien moi noter. Ça permet aussi pour la patiente, quand elle sort d'un rendez-vous médical ou d'un entretien prénatal et qu'elle a reçu beaucoup d'informations, d'avoir quand même sur le papier qu'elle peut faire sa vaccination. Ça permet d'éviter le tout dernier moment pour faire l'injection. J'observe aussi sur ma pratique il y a un petit retard qui est pris entre le début de la campagne de vaccination VRS. Donc ça, je pense que Daniel en parle peut-être un petit peu plus tard, où en fait, il faudrait peut-être commencer la prévention prénatale un petit peu plus tôt que le 1er septembre. Et donc moi, j'essaye d'anticiper la prescription sur le mois d'août pour que les patientes assez rapidement, dès que la campagne est ouverte début septembre, elles puissent se rendre chez leur pharmacien et procéder à la vaccination. Et une autre observation, c'est que sur les épidémies de grippe Covid, en fin d'épidémie, entre guillemets, on a très peu de femmes enceintes qui acceptent de se faire vacciner. Donc il y a beaucoup de refus observés. Un petit rappel ou alors une petite découverte sur le statut de la sage-femme référente. Alors, tout à l'heure, Daniel a bien fait de préciser l'intérêt de faire un retour à la sage-femme. Et en fait, quelquefois, les sages-femmes sont multiples dans le parcours périnatalité. La sage-femme référente, c'est un statut qui est assez récent, en fait. Ça consiste à déclarer à l'assurance maladie via un CERFA et au cours d'un rendez-vous. Et ce CERFA est envoyé par la patiente. Il doit être reçu par l'assurance maladie avant les 24 semaines d'aménorrhée. Quand ce rôle a été déclaré, ça permet à la sage-femme d'avoir un réel rôle de coordination des soins, y compris en sortie de maternité jusqu'au 14e jour du postpartum. Mais quelquefois, on n'a aucune sage-femme référente de déclarer parce que soit le CERFA n'est pas reçu par l'assurance maladie ou parce que finalement, la patiente arrive dans le cabinet de la sage-femme un petit peu trop tard, entre guillemets, parce qu'elle est suivie plutôt par un médecin. Et du coup, on n'a pas le temps. Mais rien n'empêche que dans tous les cas, la sage-femme ne sera pas une sage-femme référente, mais va quand même pouvoir avoir un vrai rôle de coordination, même si elle n'est pas déclarée au sens assurance maladie du terme. Voilà, ça c'était une petite remarque. Et ensuite, sur la dernière slide, donc Daniel m'avait demandé de réfléchir à quelles pouvaient être les attentes des sages-femmes vis-à-vis des pharmaciens. Alors c'est quand même rappeler que nous, finalement, on se retrouve à beaucoup prescrire, mais très peu vacciner. Donc, si vous avez des patientes qui, au moment de la vaccination, ont encore un peu des réticences, des questionnements, de ne pas hésiter à nous les renvoyer ou en tout cas de prendre, dans la mesure du possible, le temps de les rassurer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues en matière de vaccination et plus largement en matière de périnatalité où finalement tout l'entourage a son mot à dire et des données qui sont pas forcément justes et pas forcément validées par la science. Donc ça les rassure quand même beaucoup si de la part des professionnels de santé, les femmes enceintes reçoivent systématiquement
systématiquement un discours qui est cohérent et selon les dernières données validées. Et puis, bon, l'intérêt de bien tracer, hein, ça, Daniel a bien insisté tout à l'heure, mais oui, pour nous, c'est important de vérifier parce que, bon, quand c'est collé sur la carte vitale, c'est une chose, mais d'avoir la date et voilà, la réalité. Voilà. Surtout que Nadia, c'est pas très compliqué, hein. Nous, on envoie des notes vaccinales aux médecins traitants. Voilà, ils nous renvoient les vaccinations en échange. On note le jour de l'injection, le numéro de lot et la date de péremption. Même des fois, la date de péremption ne sert pas, juste le lot du vaccin. C'est très, très bien accueilli. On voit qu'il y a un suivi parce que bon, la sage-femme, elle veut savoir que le vaccin a bien été fait. Là, ça la rassure aussi, hein, parce qu'on sait que le travail a été bien fait. Donc, c'est vraiment important de faire ça permet de voir qu'on travaille en interprofessionnalité. Et c'est vrai que Nadia et moi, on est particulièrement attachés à cette interprofessionnalité. Bon, j'ai essayé de répondre à quelques questions. Oui, le fin de la campagne VRS, si c'est comme l'an dernier, mais on a une DGS à chaque fois, c'était au 31 janvier. Je reviens juste là sur cette DGS qu'on a eue pour l'ouverture de la campagne VRS. On va dire que c'était une directrice générale de la santé par intérim qui a fait une DGS peut-être pas trop concertée. On aurait dû avoir à Brisevaux le 1er août et on aurait dû avoir Béfortus le 1er septembre. C'était logique parce qu'il y a un décalage, hein, entre avant l'accouchement, après l'accouchement. Dernier point purement pharmacien, il y a des mutuelles qui ont refusé de rembourser de la Brisevaux qui avait été prescrit hors la période de prise en charge. Donc les syndicats sont montés à créneau. C'était un véritable scandale, hein, parce que comme a dit Nadia, on avait anticipé le 1er septembre pour que la vaccination soit faite le 1er septembre. De dire qu'elle ait fait l'ordonnance le 10 août, c'était purement scandaleux. Donc là, vous vous retournez vers vos syndicats, le problème a été identifié et on ira taper sur les doigts des mutuelles qui jouent un drôle de jeu. Voilà. Donc là, je vous ai sorti un document qui a été fait par Infovac. Donc vous le retrouvez sur le site d'Infovac. Il y a une question, y a-t-il une différence d'efficacité pour l'enfant entre Abrysvo et Beyfortus? Il faut qu'on compare deux choses comparables, c'est-à-dire que si l'Abrysvo est fait avec un délai insuffisant, c'est-à-dire moins de 14 jours par rapport à la naissance, s'il est fait trop tard, forcément l'efficacité va être moindre par rapport au Beyfortus, qui lui est un anticorps et va être injecté directement à l'enfant. On en a parlé avec Nadia. C'est vrai que je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Nadia, mais ses collègues pensent aussi qu'il y a une petite légère différence d'efficacité entre Beyfortus et Abrysvo. Mais encore une fois, il faut qu'on ait des données comparables, sachant que, comme c'est indiqué, le gold standard pour l'injection de l'Abrysvo, c'est 33 semaines. Donc, c'est là où il faut penser la vaccination dès le départ et le pharmacien doit s'y mettre dès la 20e semaine et par là même doit dire, bah voilà, vous allez avoir tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin. Donc, vous allez quand même pendant une grossesse maintenant là qui arrive maintenant, vous allez avoir le DTCP, vous allez avoir l'Abrysvo, vous allez avoir la grippe, vous allez avoir le Covid. C'est à penser de manière globale. Donc, le gold standard à retenir 32-33 semaines. 36, on est déjà un petit peu à la bourre. Infovac a aussi fait, à la demande de pédiatres, une petite rétrospective par rapport aux naissances, aux grossesses gémellaires, des jumeaux, alors vrais jumeaux, faux jumeaux, etc. Donc, je vais vous donner les conclusions, sachant qu'il n'y a pas encore de données cliniques, de données vraiment d'études cliniques sur le sujet. Donc, il disait que d'une façon générale, il faut tenir compte de la date de l'accouchement par rapport à la vaccination. Donc, pour des jumeaux, c'est vraiment 32 semaines maximum si on a des jumeaux, parce que la répartition des anticorps, ce n'est pas 50% à l'un, 50% à l'autre. Ça peut être 70-30. C'est extrêmement variable. Donc, il faut vraiment que la sécrétion d'anticorps se fasse bien, bien en amont. Donc, idéalement, la 32e semaine. Et après, si on n'a pas ça, ben on va préférer le Beyfortus, un Beyfortus pour chaque enfant, sachant que derrière, on a ces problèmes de mutuelle,
à la naissance, etc., la facture est aux alentours de 580 € pour les familles qui n'ont pas de mutuelle, pour des jumeaux. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Je ne sais pas si Nadia, tu veux dire un mot sur ces naissances gémellaires? Alors oui, en plus sur les naissances gémellaires, il faut quand même avoir en tête que nous, on les laisse aller jusqu'à 38 semaines d'aménorrhée. Donc ce sont souvent quand même des naissances qui vont pas aller jusqu'à 41 semaines, comme c'est le cas sur des grossesses avec un seul bébé. Et puis ensuite, oui, je rejoins tout à fait le ressenti que tu partages, où nous, dans la profession, on a constaté que quand les bébés avaient bénéficié d'un Beyfortus, on avait quand même moins d'hospitalisation dans les services de néonat, enfin de pédiatrie, pardon. Voilà, c'est un peu des observations qu'on a fait. Et effectivement, Voilà. si je peux juste me permettre sur ça, effectivement, c'est intéressant d'avoir ces retours-là, même si pour l'instant, c'est que des ressentis, hein. Il faudrait qu'on ait plus de données factuelles, scientifiques, ou en tout cas des données chiffrées sur tout ça. Euh, Après, je ne l'ai pas vraiment dit, enfin très rapidement, vous pouvez le retrouver, hein, ça sur les publications, notamment en Angleterre, hein, où ils montrent que si entre guillemets, si c'est pas mal fait, mais si c'est pas dans les recommandations exactes, par exemple, s'il y a moins de 14 jours, etc., entre la vaccination et la naissance, et que derrière, il n'y a pas de Beyfortus, bah là, effectivement, on a moins d'efficacité vaccinale, puisque c'est dans les recommandations, fait qu'il y ait plus de 14 jours. Donc, en fait, en fonction aussi, ce qui serait intéressant, c'est pour ça que j'en parle comme ça, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi sur ces patients-là, qui ont été hospitalisés et qui avaient éventuellement été vaccinés, à quelle semaine d'aménorrhée ils avaient été vaccinés, est-ce qu'il y a bien les 14 jours qui ont été respectés, est-ce qu'il n'y a pas une co-administration avec la coqueluche, est-ce que voilà, parce que tout ça, comme tout ça peut interférer, ça serait important de pouvoir après un peu plus savoir finalement pourquoi il y a ce ressenti dans certaines conditions. Enfin voilà, Alors après, deux autres informations. Enfin oui, alors la première, pour répondre au chat, oui, forcément, le pharmacien peut prescrire de la Brisevot. On avait eu droit par un arrêté spécifique, il avait été rajouté en plus du calendrier vaccinal, c'était en octobre 2024. Donc oui, oui, on peut prescrire, c'est même vivement encouragé de prescrire la Brisevot. On a encore trop de mamans qui n'ont pas été mises au courant de cette possible injection, sachant que quand on leur propose, et Nadia voilà, a le même ressenti, quand on propose, si c'est possible, hein, entre Abrysvo et Beyfortus, les mamans préfèrent l'Abrysvo, nettement. Moi, je le constate tous les jours. Autre point pour les enfants qui sont nés entre février et août 2025, même si la maman a eu un Abrysvo en décembre ou en janvier, on va reproposer un Beyfortus jusqu'au 1 an de l'enfant. Pour les grands prémas, tout ça, les enfants à risque, on attend un arrêté qui permettra de refaire un Beyfortus jusqu'à 2 ans. Mais pour l'instant, l'arrêté, enfin voilà, il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui tienne la route plus que quelques semaines. Mais on devrait avoir un nouvel arrêté pour permettre le Beyfortus jusqu'à 2 ans. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et dernier point, alors c'est quelque chose qui est très important de la part du pharmacien parce qu'il n'a pas encore, il va servir de garde-fou. Beaucoup de médecins pensent qu'on peut faire un Abrysvo à chaque grossesse. Non, on fait un DTCP à chaque grossesse, même rapprochée, mais ce n'est pas le cas de l'Abrysvo. Et beaucoup de médecins ne connaissent pas cette information-là, donc c'est à vous d'être vigilant. On va dire que cette année, si vous me permettez l'expression, les gens qui ont remis le couvert, il n'y en a pas beaucoup, mais que dans les années à venir, ça risque de se reproduire. Donc pour l'instant, en fonction des études, peut-être que ça va évoluer, mais c'est un seul Abrysvo dans la vie d'une femme. Voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Et juste pour compléter, Ah, Daniel, effectivement, il y a, enfin en tout cas chez Pfizer, il y a des études qui sont en cours, hein, par rapport à cette revaccination. Donc effectivement, pour l'instant, ça reste comme ça, on ne revaccine pas. Mais sachez que c'est forcément une question dont on se préoccupe aussi, hein, pour savoir si après il y aura besoin ou pas et si on peut revacciner à chaque grossesse. Mais voilà. donc, moi, je voudrais ajouter, parce qu'une question m'a été posée sur la varicelle, ça me permet voilà, de faire une extension. Donc, pour la varicelle, le vaccin est pris en charge pour toutes les femmes en âge de procréer. Donc, voilà, donc la varicelle peut être proposée aux femmes enceintes. Vous pouvez le prescrire. Après, je vous invite pour tout ça, on travaille, nous, l'URPS, avec un outil qui s'appelle mesvaccins.net du professeur Jean-Louis Koch.
On vous l'avait proposé il y a déjà quelques années en arrière, via un programme qu'on a monté avec une centaine de pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle PharmaVax. On a énormément travaillé sur l'ergonomie de l'outil et en plus, il a rajouté une partie prise en charge. Parce que des fois, les médecins, ils prescrivent sans trop savoir, sans trop connaître la prise en charge. Donc, vous retrouvez sur mesvaccins.net, d'où ma réponse, toutes les informations sur la prise en charge des vaccins, dans quel cas ils vont être pris en charge. Donc, on a travaillé l'ergonomie, on a travaillé l'information, on a travaillé des informations spécifiques aux pharmaciens. Donc, même si vous n'avez pas accès à Colibri, qui est le logiciel, qui est le système d'aide à la prescription vaccinale, vous tapez Varivax, mesvaccins.net, vous allez voir, vous avez une mine d'informations à chaque fois. Par contre, juste Daniel, pour la varicelle, donc c'est un vaccin qu'on fait en dehors de la grossesse. C'est plutôt dans le cadre Oui, du oui, oui, bien congé évidemment. de Oui, oui, grossesse, c'est plutôt, voilà. voilà. Oui, oui, non, on est bien d'accord. On l'a dit, je ne le reprécise pas, Ouais, mais c'est avant la grossesse, hein, bien c'est ça. évidemment. Hein, mais ça ne vous empêche pas de le prescrire non plus. Hein, on l'a cité. Voilà. Après, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois que j'en ai oublié. Attendez, je remonte. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur suspens. Non. Oui, on peut prescrire la Brisvo. L'efficacité, on en a parlé. La co-administration, donc VRS, grippe et Covid, oui, c'est VRS et des TCP, il faut minimum 2 semaines. Et 2 semaines, c'est un minimum. Donc voilà, bien anticipé. Je crois que je n'avais plus d'autres questions. Ah si, j'ai 2 autres questions. Alors, le pharmacien ne peut pas prescrire de vaccins vivants. Ben si, le pharmacien, il peut prescrire des vaccins vivants. Il ne faut pas que la personne soit immunodéprimée. Alors, Nadia, est-ce que tu veux répondre à cette question? Je ne sais pas si tu es encore là. Oui, oui, je suis là. Alors, J'ai la réponse, mais bon, on ne fait pas d'abord une recherche d'anticorps avant de vacciner contre la varicelle. Alors, c'est une bonne question. Nous, en fait, on interroge la patiente, savoir si elle a contracté la maladie. Et alors, dans mes connaissances, si on fait une recherche d'anticorps, bah, si on a quelques anticorps, c'est le signe qu'elle a peut-être été en contact à un moment donné. Et si c'est négatif, il me semble que c'est le signe qu'elle n'a pas ni été vaccinée, ni contracté la maladie. Alors, voilà, c'est une réponse des pédiatres, c'est que la sérologie varicelle, n'est pas marquante. Voilà. Pour finir, je vais vous présenter des fiches vaccination et grossesse qui ont été éditées par l'Omedit. Je crois que Nadia, tu avais travaillé avec moi sur le sujet. Oui. Donc, c'est des fiches que vous retrouvez sur Omedit Auvergne-Rhône-Alpes. Vous tapez Omedit vaccination et grossesse. Vous avez 2 séries, vaccination et grossesse et médicaments et grossesse. Donc, vous retrouvez ces fiches sous 2 formats, une information pour les professionnels de santé et une information à remettre aux futures mamans. Donc, vous avez sur ces fiches, c'est un sorte de pense-bête. Hein, moi, voilà, je vous montre. Hop, je les ai plastifiées chez moi, je les ai toujours sous la main parce que bon, maintenant ça commence à rentrer, mais c'est vrai qu'au départ, on avait un petit peu de mal. Charlotte, tu peux mettre la précédente. Voilà. Donc vous avez tout, vous avez vu avant la grossesse, ROR et varicelle. Donc c'est clairement indiqué. Dans le cadre de l'entretien femme enceinte, c'est tout à fait le type de document que je remets aux mamans. Ça leur donne voilà, un plan vaccinal tout au long de la grossesse et même avant. Donc vous retrouvez ça sur Omedit Auvergne-Rhône-Alpes, vaccination et grossesse. Donc pour la recherche d'anticorps, je ferai passer l'information, mais il n'y a pas de, la sérologie n'est pas très révélatrice. Voilà. Après, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, je vous remercie. Je vous donne un autre rendez-vous parce que Nadia a accepté de revenir. On va faire un webinaire avec le docteur Winter. Donc, c'est un médecin
qui fait de la pédiatrie dans un service d'urgence, qui a été très actif pendant le Covid, qui est connu sur les réseaux sociaux qui s'appelle To Be or Not To Be, qui a un langage un peu disruptif et qui va nous parler plus particulièrement de la vaccination chez l'adolescent, comment lui, il fait pour inciter les jeunes à se vacciner contre le HPV, contre les infections les invasions invasives à méningocoques, etc., etc. Donc, au mois de mi-novembre, on va vous proposer ça. Ça sera un peu moins académique peut-être qu'aujourd'hui, mais ça sera sûrement très, très intéressant. Il a sorti un guide de la pédiatrie pour les futurs parents, parce que, comme l'a dit Nadia, généralement, les futurs parents, il manque un petit peu de formation sur le sujet. Donc, il a écrit un guide de manuel de survie en pédiatrie, on va dire, et il va nous expliquer par des mots simples. Il lutte un peu aussi contre les fake meds qui gravitent autour des jeunes enfants et des femmes enceintes. Donc, rendez-vous le 18 novembre. Je reviendrai vers vous pour cette sérologie varicelle. J'essaierai de vous mettre une réponse complémentaire. Donc, Merci. Nadia et Yann, encore merci. Merci à toi, merci à l'URPS